Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, quelqu'un que je voulais depuis longtemps sur la chaîne. C'est sa première intervention. C'est quelqu'un que vous connaissez particulièrement, tous ceux d'entre vous qui nous ont suivis pendant la crise sanitaire, qui nous ont suivis sur les questions de santé publique. Et pendant les directs politiques que nous faisions pendant le confinement, les fameux directs de la quarantaine, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Louis Fouché. Louis Fouché, bonjour. Bonjour Pierre-Yves, merci beaucoup de me recevoir. C'est une chance de pouvoir ouvrir un dialogue. Je vous remercie de cette opportunité. Le- Déjà, je voudrais faire un petit point personnel, parce qu'on vous a tous découvert pendant cette crise. Euh, Vous en êtes où, vous, aujourd'hui? À titre personnel, moi je suis toujours médecin diplômé de la faculté de Marseille en anesthésie et réanimation. Et puis j'ai un master 2 en éthique et en anthropologie de la santé. Et puis je m'intéresse beaucoup à la question de la technique, notamment de l'intelligence artificielle et de l'outil en santé. Par ailleurs, et là tout de suite, je n'exerce pas, je suis en disponibilité de la fonction publique hospitalière, avec des tracasseries, on va dire, administratives pour pouvoir reprendre un travail, euh, et avec des doutes personnels quant à l'évolution de notre système de santé au sens large et à l'opportunité de retourner dans les structures publiques hospitalières qui sont détruites de manière volontaire et méthodique depuis de nombreuses années, mais où l'accélération de cette destruction est patente aujourd'hui. Voilà, je suis très partagé là-dedans. Donc là, tout de suite, j'ai pas de salaire et je suis conférencier, auteur aussi. J'ai écrit trois livres sur différents sujets. Et puis, je participe beaucoup à des collectifs citoyens, on va dire, qui cherchent un peu la résilience et la résistance dans ces moments difficiles où on a l'impression qu'un déferlement totalitaire est en cours. Alors, je pèse mes mots, hein, peut-être totalitaire frappeur à certains, on pourrait dire une dérive autoritaire, mais en même temps, vraiment l'établissement d'une sorte de Léviathan au sens de Hobbes, c'est-à-dire l'apparition d'une machine d'État répressive et fasciste, c'est-à-dire au service des multinationales et de l'argent. Donc on a l'impression d'être dirigé par une oligarchie plutocratique qui a décidé de détruire de fond en comble les institutions et la structuration institutionnelle dans laquelle il nous était donné de pouvoir avoir un semblant de stabilité. Aujourd'hui, dans cette période très mouvementée, je suis un peu comme tous les citoyens, je suis à la croisée des chemins, je ne sais pas trop ce que je vais faire demain. Voilà. Le- Alors, je voulais qu'on voit deux choses. Je voulais qu'on voit deux choses ensemble. La première, c'est qu'on va revenir sur vos positionnements en deuxième partie. Euh, il y a eu une effervescence qu'à titre personnel, comment dire, moi j'attendais qu'il y ait des choses comme ça en France, en cas justement de, de ce qu'un auteur américain a appelé, c'est une catégorie à laquelle je tiens, dans le cas d'une tyrannie anomique, c'est-à-dire l'arbitraire en haut et la dissociété en bas. Euh, il y a eu une odyssée française pendant le tournant autoritaire. Ça a été une sorte d'effervescence où les gens se sont retrouvés. Moi, me suis surpris, quelqu'un s'il accepte de venir, par exemple, que je recevrais volontiers, alors que dans mon ancien métier, je l'ai en partie combattu, quelqu'un comme Laurent Mucchielli. Je suis arrivé à défendre Laurent Mucchielli, alors que moi j'appartiens à l'école dure de criminologie qu'il a lui-même combattu. Disons qu'il y a eu beaucoup de chassés-croisés personnels, idéologiques. Ça a été assez passionnant à voir. Vous avez été un peu au cœur de ces chassés-croisés à travers les collectifs. Pour vous, qu'est-ce qu'il est resté de tous ces contacts, de toutes ces structures? Est-ce que ce sont des réseaux dormants? Est-ce que ce sont des réseaux activables? Qu'est-ce qu'attendent les gens qui étaient dedans? Euh, pour vous, qu'est-ce qui,
Qu'est-ce qu'il est ressorti de toute cette mobilisation? Alors, la première réponse que je peux faire, c'est autour de cette question de battage des cartes des catégories sociales habituelles. Effectivement, le Covid a vu se mettre à la même table des prêtres en soutane et des leaders syndicalistes communistes, a vu des choses aussi étonnantes que des sociologues hommes de gauche à discuter avec des gens plutôt de droite, durs. Et ça, c'était pour moi un moment tout à fait fascinant et passionnant parce que justement, les catégories qui étaient racontées jusqu'ici étaient probablement un jeu de dupes, un théâtre d'ombre qui nous confinait à l'impuissance de manière systématique. Et on a retrouvé de manière évidente le mythe de la caverne, Matrix, le Truman Show, vous l'appelez comme vous voulez, mais en gros l'idée qu'on vivait dans une illusion où les catégories d'appartenance jusqu'ici édictées étaient absolument fausses. Et donc évidemment, de très nombreuses personnes ont perdu des amis, perdu parfois les liens avec une partie de leur famille, ce qui est beaucoup plus triste, euh, et ont noué des amitiés fortes dans les collectifs et de manière assez rapide, comme dans ces temps de guerre où les gens peuvent tomber amoureux en l'espace d'une seconde. Et puis, euh, donc ça, on a vécu très fort cette contrainte extérieure qui a permis à des groupes de s'assembler. Euh, mais ces groupes, pour un grand nombre d'entre eux, n'ont tenu que parce qu'il y avait une contrainte extérieure forte. Et au moment où la contrainte s'est un peu allégée, on va dire que ces groupes n'avaient pas, pour un grand nombre d'entre eux, tissé une cohérence interne suffisante pour ne pas se disloquer. Et donc, il y a beaucoup de groupes qui se sont disloqués, qui ont fait de manière mimétique, euh, rejouer de manière mimétique finalement les faillites de notre système, la perversion narcissique, la volonté d'être un chef, les enjeux de pognon, tout ce que vous voulez, ont réapparu. Ok. Ceux-là, on va dire, sont revenus à leur vie normale d'avant. Et puis, pour un grand nombre d'entre eux, sont plutôt dans un état de sidération et en train de se protéger des vagues successives extrêmement brutales qui nous sont assénées, que ce soit avec la guerre en Ukraine, que ce soit avec la guerre en Israël, que ce soit avec les punaises de lit, vous les appelez comme vous voulez, en fait, ça n'arrête plus jamais. Le terrorisme d'État est devenu la norme, finalement, avec une scansion terroriste, vraiment de la peur pour maintenir son contrôle et sa domination. Et puis, et très clairement, pour Réinfo Covid, qui était le collectif que nous avions initié, il y a eu la volonté délibérée de le décapiter, de décider de manière volontaire de l'effondrer, en considérant que c'était une avant-garde, et comme toutes les avant-gardes, elles sont des précurseurs et elles doivent ouvrir un chemin, mais ensuite, c'est pas à eux de l'arpenter, c'est aux gens de se réautonomiser. D'autant plus que dans Réinfo Covid, il y avait c'était de l'autonomie, quoi. C'était à eux-mêmes de se donner leurs propres lois et sûrement pas à les subir depuis un groupe national, aussi inspiré soit-il. C'était à chaque groupe de manière locale de réussir à faire son chemin. Donc il y a de très nombreuses fécondités qui ont vu le jour suite à Réinfo Covid. Une première qui est sur le plan scientifique et qui sont des coopérations scientifiques nationales et internationales qui continuent et médicales. Le Conseil scientifique indépendant continue son œuvre. C'est une agora de scientifiques, de chercheurs et de médecins qui sont exempts de conflits d'intérêts avec l'industrie du médicament, de la data ou de l'assurance et qui continuent à donner de l'information claire, loyale et appropriée tous les jeudis soirs et des articles sur leur site internet avec une éthique de la parole qui est d'être prudente, puisque l'objectif, la raison d'être est d'essayer que les gens puissent se réconcilier. Ça n'est pas de lutter contre le pouvoir, c'est au contraire de permettre aux gens d'y voir plus clair et de se réconcilier, de discuter, même s'ils n'avaient pas été d'accord sur la question du Covid. Ce groupe décide aussi pour le moment de se cantonner à la question du Covid sans chercher à aller beaucoup plus loin. Il y aurait beaucoup d'autres sujets scientifiques, que ce soit celui du changement climatique par exemple, ou euh, plein d'autres sujets, mais qu'on a décidé de ne pas aborder par recliver encore la société. Une autre chose sont la participation à l'International Covid Summit, qui est un sommet international qui permet la rencontre de nombreuses personnes et qui a lieu tour à tour dans différents pays. Le dernier a eu lieu à Washington il y a quelques jours, où trois personnes du Conseil scientifique indépendant y sont allées pour coopérer avec d'autres et créer du réseau avec d'autres scientifiques. Aux États-Unis, il y avait un petit peu des équivalents qui sont très actifs du Conseil scientifique indépendant, et en Italie aussi ou dans d'autres pays. Ça, c'est pour le champ, on va dire, scientifique. Puis ça donne lieu à la création de nombreux ouvrages. Il y a aussi cet objectif un petit peu de laisser des traces historiques, pas être simplement dans
dans le fait de subir l'actualité, mais d'essayer de poser des marques et des jalons pour le futur, pour les historiens qui voudront s'intéresser à cette période et essayer d'y voir un petit peu plus clair. Ça, c'est un premier point. Après, il y a la question artistique, on va dire. Il y a eu de très nombreuses œuvres culturelles qui ont été faites et ça continue avec des pièces de théâtre, des ouvrages, des poèmes, même des opéras qui ont été créés autour de toute la période qui s'est passée. Et pour moi, le frémissement intellectuel et créatif qui a cours est extrêmement intéressant parce que il se met à arpenter aussi des pistes de créativité sur ce que pourrait être une autre façon de faire société ensemble. Et là, ça peut aller parfois jusqu'à des délires New Age, on pourrait dire, qui sont un petit peu pour moi le pendant mimétique du transhumanisme, mais qui ne sont pas inintéressants parce qu'ils essayent de creuser d'autres façons d'être ensemble, de gouverner, de partager le pouvoir, de parler de monnaie, etc. Pour ces initiatives culturelles, il y en a une que je tiens à souligner au passage, qui s'appelle Prenez place, et qui est un travail sur la question monétaire, qui a réuni des ingénieurs monétaires, des sociologues, des historiens de la monnaie, des praticiens de plein de monnaies alternatives. Et ce qu'on peut voir à travers Prenez place, c'est ce qu'on peut voir, à mon avis, dans tous les champs institutionnels, que ce soit la santé, l'éducation, les médias, la politique. C'est une crispation totalitaire d'un côté, et puis de l'autre côté, un foisonnement d'initiatives et de possibles qui coexistent avec ça. Donc d'un côté, un raidissement autour d'un système qui est en train de s'effondrer, et de l'autre côté, vraiment de la créativité à revendre. Et puis après, il y a tout le champ citoyen. Euh, et là, il y a une action, enfin, il y a tout le champ médical d'abord, excusez-moi. Réinfo Covid avait donné naissance à un groupe qui s'appelle Covid Soin, qui avait soigné le Covid en disant, bon, on arrête de critiquer le système, maintenant on le fait. Donc, on a soigné les gens pour de bon en préventif, en curatif précoce, en curatif tardif et en réhabilitation post-Covid. Et maintenant, on voit que ces groupes sont nécessaires pour essayer de parer aux effets secondaires et d'essayer de soigner les gens qui sont pas reconnus par le système institutionnel de santé. Il y a beaucoup de gens qui ont aujourd'hui des effets secondaires, des injections expérimentales qui ont eu lieu et ils ont que leurs yeux pour pleurer quoi. Dans le système institutionnel, en gros, ils finissent en psychiatrie avec neuroleptiques, antidépresseurs, anxiolytiques. On leur dit que c'est dans leur tête. Bon, donc là, il y a une voie pour essayer de le faire reconnaître. Euh, et notamment, il y a eu tout récemment à Vierzon un gros groupe qui s'est réuni, réunissant les collectifs de victimes d'effets secondaires, qui sont très remontés, et puis des soignants pour essayer de trouver des pistes thérapeutiques. Euh, de l'autre côté, on a créé un groupe qui s'appelle les Enfants d'Hippocrate et qui essaye de faire une diplomatie patiente, on va dire, avec les tutelles institutionnelles intermédiaires. C'est-à-dire qu'on va voir les conseils de l'ordre, on ira voir les ARS, on ira voir les directeurs d'hôpitaux. On ne peut pas discuter avec la NSM, on ne peut pas discuter avec ces gens-là. Et en gros, ils veulent pas discuter. Euh, en réunissant des médecins, des victimes d'effets secondaires et des citoyens, pour essayer d'ouvrir une porte et de dire, bon, OK, on vous pose sur la table les données, les datas, et vous, normalement, vous devriez les connaître. C'est jamais que les AMM conditionnels, tout ce qui est marqué dans les papiers institutionnels, hein, que vous n'avez pas lu, quoi, et réglementaires, qui nous disent que ces injections, en gros, sont toxiques, insuffisamment efficaces, et que la qualité n'est pas au rendez-vous et qu'elle devrait déjà être retirée du marché. Euh, OK, ouvrez une discussion pluridisciplinaire et contradictoire. Soyez les premiers à le faire, parce que si vous le faites, en gros, on pourra dire que vous êtes responsable mais pas coupable à la fin. Si vous le faites pas, nous, on ira jusqu'au bout des procès, etc. Puis on vous fera cracher, quoi. Euh, c'est très difficile, ça marche très mal pour le moment, parce qu'il y a un déni collectif qui est majeur. Et parce que, de l'autre côté, le rapport de force qu'on essaie de créer avec la question judiciaire, on va dire, n'est pas favorable puisque l'ensemble du monde judiciaire actuellement est complètement asservi au pouvoir exécutif. Et on a l'impression qu'il y a guère que dans le champ pénal, on pourrait arriver éventuellement à faire quelque chose. Mais dans le champ administratif, civil, réparation du dommage, pour le moment, il n'y a que des échecs. L'enfant d'Hippocrate, c'est une diplomatie patiente. Euh, il y a hum, la structuration en gros, d'une pépinière de santé intégrative. La santé intégrative, c'est quoi? C'est une proposition alternative au système de santé numérique qu'on nous propose aujourd'hui. Globalement, la santé telle qu'elle est structurée est détruite de manière méthodique pour ouvrir le marché et la bulle spéculative de la e-santé. Et on voit l'invasion, en gros, du champ sanitaire par le champ de la data et les multinationales de la data. Et il s'agit en gros de virer votre médecin généraliste pour mettre en place des réseaux de patients connectés appartenant à Pfizer, et puis qu'il y ait un animateur réseau qui soit un Michel Simès, voilà,
qui mettent tout le monde ensemble, et puis à la fin, vous fassent valider l'ordonnance Pfizer. Enfin, je dis ça de manière un peu simpliste, mais c'est en gros le projet qui est euh, des médicomatons au fin fond de votre Leclerc, un peu partout en France, pour parer aux déserts médicaux et vous expliquer que c'est ça le futur de la santé. Et il y a une autre proposition alternative qui est plutôt d'essayer d'utiliser ces outils, mais de faire ce qu'on appelle la santé intégrative, qui était déjà en cours et en train de se propager avant le Covid. Et comme si le Covid avait voulu y mettre un coup d'arrêt, que c'est cette idée de, autour d'un patient, mettre plein de praticiens différents et essayer de faire un parcours de santé optimisé pour chaque patient. Il y a déjà le cas un petit peu en cancérologie, en oncologie. Il y avait évidemment plein de praticiens différents pour essayer de faire le mieux possible. Il y a aussi le cas dans la réhabilitation améliorée autour de la chirurgie. Après qu'un patient rentre chez lui après une chirurgie, il n'y avait pas que l'anesthésiste et le chirurgien. Il y avait plein d'autres intervenants qui venaient, y compris psychologues, etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'autour d'un patient puisse y avoir plein de praticiens différents, et y compris d'autres médecines euh, qui, qu'aujourd'hui, le Conseil de l'Ordre en France considère comme des dérives sectaires. Alors, c'est drôle, ces médecines sont utilisées et y compris dans les blocs opératoires et dans les hôpitaux, hein, que ce soit l'hypnose, que ce soit l'aromathérapie ou autre. Mais il y a un raidissement de la médecine institutionnelle, comme si elle se savait en danger, mais qu'elle n'arrive pas à comprendre que le danger, c'est la e-santé et les multinationales de la data qui sont en train de les disrupter et de les prolétariser, et qu'il fallait qu'elle se tourne vers d'autres ennemis plus faciles à désinguer. Bon, l'homéopathie, l'acupuncture, la médecine ayurvédique, la naturopathie, tout ce que vous voulez, quoi. Mais qui pourtant sont intéressants et sont vraiment utilisés, sont au cœur des préoccupations des soignants aujourd'hui, et y compris dans les hôpitaux, et y compris dans la médecine institutionnelle. Dit autrement, une infirmière ou un médecin aujourd'hui dans la salle de repos d'une réa ne discute pas du nouveau protocole qualité et de l'optimisation des process, discute plutôt jeûne, régime alimentaire différent, etc., quoi. Donc il y a cette réalité pratique du terrain. Donc ça, c'est une autre santé, ça s'appelle UNS, et c'est une pépinière d'initiatives qui sont un petit peu partout en France, qui a de très nombreux soignants, et notamment les soignants suspendus, qui ont décidé de ne pas se laisser mourir sur le bord du chemin, mais au contraire de commencer à faire autre chose. Et puis après, il y a les citoyens eux-mêmes. Alors, il y a d'autres façons de faire aussi. On a mis en route quelque chose qui s'appelle Parlons Santé, qui sont des agoras numériques, où on fait venir autour d'un sujet, par exemple l'hypertension artérielle, plusieurs praticiens différents, un cardiologue, un médecin généraliste, un médecin chinois traditionnel, un nutritionniste et un ostéopathe, que sais-je, qui vont discuter de l'hypertension artérielle ensemble et essayer de nourrir leur réflexion collective et de s'enrichir les uns les autres de leurs pratiques. Donc ça, c'est plutôt très agréable. Et notre idée est d'essayer de le mettre en local, que les gens se l'approprient et le fassent localement avec leurs ressources locales et pas seulement dans le monde numérique de la toile virtuelle. J'oublie sûrement des choses, mais dans le champ de la santé, il y a pas mal d'initiatives différentes en cours. Et il y a eu la création d'un syndicat, le syndicat Liberté Santé, qui clairement était là au départ pour défendre les victimes de la loi du 5 août, c'est-à-dire en gros les suspendus, mais qui essaye de s'établir dans le paysage syndical comme une alternative crédible à tous les syndicats effondrés et à genoux devant Bruxelles ou devant l'État. Euh, ok. Ensuite, dans le champ citoyen, ben, qu'est-ce qui reste? Les collectifs Réinfo sont restés en place avec leur propre coordination et ils font de très nombreuses activités. Il y a un événementiel, on va dire presque rituel, ou en tout cas qui sert à recharger les batteries collectivement par le fait de se réunir simplement. Donc il y a beaucoup de gens qui se réunissent pour juste trouver de l'énergie dans cette période difficile. Euh, Ça, c'est un des secrets qui nous a été révélé au cours de cette période, c'est que réunir des humains ensemble et juste leur faire faire quelque chose de manière rituelle tous les dimanches, tous les vendredis, tous les samedis, que ce soit une manif, que ce soit du judo, que ce soit aller à la messe, en gros, recharge les batteries collectives et individuelles et permet de tenir le coup dans cette période. Si on célèbre le beau, le vrai et le juste, et donc il y a aujourd'hui pas mal de conférences qui sont animées, de diffusion de films, de conférences autour d'ouvrages qui ont été écrits et qui permettent, qui servent de prétexte finalement aux gens pour se réunir localement et retrouver du lien, même s'il n'y a pas une contrainte immédiate à laquelle ils sont soumis. Et dans ces groupes-là, il y a à la fois cet événementiel qui sert de prétexte, mais il y a aussi des travaux de fond qui sont réalisés dans un certain nombre de groupes euh, autour de la question monétaire. Donc les gens jouent avec des alternatives monétaires, que ce soit des monnaies locales, la June, l'économie du don, les gratiférias,
ou même des cryptos, le Bitcoin, ou essayer de délocaliser leur argent depuis la zone euro, et de réfléchir de manière très pragmatique à ne pas se faire flamber leur épargne, euh, pour l'économie de guerre de Bruno Le Maire. Ça, c'est un premier point, cette question monétaire. Un deuxième point, c'est la question de la santé. Il y a beaucoup de groupes qui animent des parlons santé, comme on l'a dit, qui animent des groupes de travail sur l'autonomisation en santé, le fait de se réapproprier une partie de ce que l'institution peut plus faire, savoir se suturer, faire des pansements, devenir autonome sur de la santé primaire, on va dire, et rester en santé. Donc un travail sur la nutrition, sur l'activité physique, sur les émotions, et voilà. Et puis, il y a, il y a plein, ouais, puis il y a des balades botaniques pour apprendre les plantes médicinales, les plantes, des choses comme ça. Et puis, il y a un activisme de ces collectifs aussi autour de la question de l'enfance, et notamment de l'EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle et sexuelle, qui est en cours dans les écoles, qui a choqué beaucoup, beaucoup de monde. Donc là, il y a des groupes précisément qui se sont créés, qui sont consacrés à ça, que ce soit euh, parents en colère, SOS enfants, je crois que ça s'appelle, j'ai un trou sur certains noms, les Mamans Louves, ou des groupes comme ça. Donc il y a toute une constellation de collectifs qui s'occupent, qui sont soit un peu thématiques autour de certains thèmes, soit très généralistes et qui n'ont pas forcément de nom et qui animent un peu toutes ces choses-là en même temps. Et puis un certain nombre d'entre eux ont eu des velléités politiciennes. C'était pas du tout le cas de Réinfo Covid. Et moi j'ai toujours botté en touche sur ce sujet-là. C'était pas ma mission personnelle à ce moment-là. Mais il y a eu des listes citoyennes qui avaient été créées un peu dans la suite des Gilets jaunes, on pourrait dire, qui s'appelait Un autre monde, au cantonal et au municipal pendant le Covid, qui sont pris évidemment une rouste, mais qui leur ont permis de comprendre qu'en gros, il fallait avoir une assise financière, une assise médiatique, une assise idéologique suffisamment stable et une organisation pragmatique sur le terrain qui soit bien mise en place. Je fais beaucoup en vrac, hein, comme ça, c'est pour Non, non, essayer mais de c'est, répondre. non, non, mais c'est très bien parce que c'est très rassurant. C'est très rassurant. Alors, il y a une partie de ces initiatives que moi, je suis assez fréquemment, particulièrement tout ce qui est question de l'enfance, etc. Mais vous voyez, la plupart, j'ignorais que ça continuait ou j'ignorais que ça avait essaimé. Et à titre personnel, ça me rassure énormément. Et de voir que c'est beaucoup plus que ce qu'on voit, y compris quand on est activiste, ce que je suis. Si vous voulez, il y a un côté vraiment rassurant. Par contre, ça, c'est une question que je voulais vous poser beaucoup plus personnelle, à vous lire et à vous observer depuis un certain temps. Vous avez une particularité qui est, comment dire, et ce n'est absolument pas une critique, hein, ne le prenez absolument pas comme ça, c'est seulement que, si vous voulez, moi, je viens d'un autre monde. Si vous voulez, moi, je viens d'un autre monde, je politiste, j'ai travaillé en institution, donc j'ai travaillé dans des sections lourdes aux institutions européennes, travaillant pour un groupe d'opposition. Moi, Big Pharma, je, je l'ai vu là-bas, chez elle. Donc je peux dire que oui, ça existe. La corruption n'est pas un mythe, elle est endémique. Si vous voulez, c'est d'ailleurs, comment dire, si vous voulez, les gens pensent que dans ces institutions-là, vous avez une sorte de corruption dans la coulisse. C'est faux. La corruption est au grand jour parce que elle est omniprésente. Moi, si vous voulez, si je croise les données de tous les parlementaires que j'ai croisés, c'est-à-dire plusieurs dizaines, le nombre de gens non corrompus est inférieur à ceux qui l'étaient, si vous voulez. Le- la non-corruption est la norme dans notre monde, pas dans le leur. Donc, si vous voulez, euh, or, ce que j'avais remarqué avec vous, ça m'a d'ailleurs en partie fasciné, c'est qu'à partir d'une certaine pensée de la technique que vous avez, je ne veux pas entrer dans des détails trop personnels, mais je pense vous m'avez toujours fait l'effet d'un lecteur de Ellul et d'Ivan Illich. Oui, effectivement. Oui. Donc,
Et ce qui est drôle, c'est cette volonté que vous avez, là encore, que je critique pas, que j'aimerais comprendre, d'éviter le conflit frontal avec ces gens. Parce que moi, j'ai vécu face à eux et avec eux, et ils sont dans le rapport de violence et de soumission à l'autre. Si vous voulez, et, et, et autant je comprends, si vous voulez, est-ce que vous le faites naturellement, vous le faites tactiquement, et comment vous espérez que ces gens-là le perçoivent? Parce que voilà, je voulais vous poser cette question, ça, très honnêtement. Oui, oui, alors effectivement, c'est une critique que je reçois tout à fait. Il y a cette idée que peut-être la non-violence, on va dire, si on devait le résumer comme ça, serait une stratégie inopérante. Euh, pour moi, il y a plusieurs dimensions de réponse. Une première, c'est individuel. Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre chaque jour? Est-ce que j'ai envie d'être en colère contre le système? Est-ce que j'ai envie de me bouffer mon foie, mon ulcère, etc., de me faire un cancer du cul tellement je suis stressé, etc. Ou est-ce que j'ai envie d'être en paix? Je préfère vivre en paix. Alors, on pourrait être en paix en acceptant d'aller se battre, hein, effectivement. Ça, c'est la deuxième dimension. C'est euh, aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir ont tout le pouvoir monétaire, tout le pouvoir médiatique et propagandiste, et même la capacité de créer la réalité par le fact-checking et le data gatekeeper, quoi, keeping, quoi. C'est-à-dire, en gros, ils sont à l'entrée des databases et Fouché, Raoult, Perron, en gros, n'ont pas le droit de rentrer. Et donc, n'injectent dans les databases qui produisent la réalité collective virtuelle dans laquelle on vit, euh, qui est fausse, quoi. Mais ils ont toute cette capacité de censure et de création de fausses informations, et y compris de fausses études scientifiques, etc. Ils ont tout le pouvoir exécutif. Ils peuvent envoyer des milices avec des LBD chargés des manifestants pacifistes pour leur arracher des mains et les éborgner. Ils ont tout le pouvoir législatif. Ils peuvent demain passer une loi pour vous foutre en tôle, faire une loi de mobilisation militaire. Vous devez payer 500 000 balles ou aller en tôle si vous participez pas au combat en Ukraine pour pas un rond. Et ils ont tout le pouvoir judiciaire qui leur permet de juger les conflits et les litiges de notre société. Donc pour moi, aujourd'hui, la non-violence n'est pas une option. C'est la seule option. C'est la seule option. Je ne sais pas faire autrement. Donc c'est pas idéologique, c'est juste pragmatique. Je ne peux pas faire autrement, sinon je serais broyé. Et on le voit déjà, c'est-à-dire que dès qu'on commence à aller trop loin, il y a un feedback qui est une extrême inquiétude individuelle sur même les ressources, les capacités à nourrir ses enfants au moment de, je l'ai raconté plusieurs fois, mais euh, au moment où on a été suspendu, mon épouse a travaillé encore pendant un mois parce qu'elle est universitaire et qu'elle est un peu dans leur petit papier au niveau politique pour la foutre dehors et qu'en plus, elle n'avait même pas le droit puisque la partie universitaire de son travail n'était pas soumise à la loi du 5 août. Mais ils l'ont fait quand même, en délit de justice complet, mais ça a mis un mois. Et pendant ce temps, elle est allée tous les jours travailler puisqu'elle n'a rien reçu, aucun papier, quoi. Puis au bout d'un mois, elle a reçu un papier lui disant OK, vous êtes suspendu. Voilà. Et puis, dans les suites, elle a reçu un autre papier en disant vous devez rembourser votre salaire du mois de septembre à octobre. Ah bon? Le Covid a rétabli l'esclavage. J'ai bossé, vous m'avez payé, mais il faut que je rembourse. Alors, elle a dit sûrement pas. Euh, et puis, je vous la fais courte, mais dans les suites, notre compte en banque commun, parce qu'on n'a qu'un compte en banque commun, on est marié en communauté des biens, a été bloqué, puis saisi. Et là, on a compris. Votre argent n'est pas votre argent. Demain, on peut vous mettre à genoux, en fait, assez facilement. Donc, il y a eu beaucoup euh, de diffamation, de calomnie, de choses comme ça. Il y a eu vraiment une disqualification, on va dire, médiatique, une vaporisation dans les réseaux sociaux par le shadow banning et la censure. Mais il y a eu même une atteinte au portefeuille, etc. Et donc ça, pour moi, c'est la question de la phronésis, quoi, de la prudence, de la sagesse contextuelle. C'est dans le contexte tel qu'il est, je n'ai pas les moyens de m'opposer de manière frontale à ce système. Alors, ça ne veut pas dire que pendant ce temps, il ne s'agirait pas de faire monter la compétence et la capacité d'agir en disant, bah, OK, peut-être qu'il faut monter en compétence au niveau médiatique, au niveau exécutif, au niveau législatif, au niveau judiciaire, au niveau monétaire. Mais c'est un gros travail de fond. Je ne sais pas si ça répond à votre question de manière assez claire, hein, mais Non, non, mais totalement, totalement, parce que là aussi, c'est très rassurant, parce que là où
Moi, j'avais aucune idée préconçue. Moi, j'ai toujours vu chez vous un discours qui est, moi, j'ai toujours trouvé très, très habile, très, très structuré, qui m'a beaucoup fait penser à certains amis pratiquants d'arts martiaux de ma jeunesse, parce qu'il y a, mais qui sont dans les arts d'évitement, l'aïkido, les arts d'évitement et de souplesse. Donc, si vous voulez, je voulais juste vérifier qu'il y avait bien une pensée structurée derrière, et donc moi, ça me rassure, parce que la pensée structurée d'en face, elle, je la connais, vu que j'y vis depuis 20 ans. Donc, Effectivement, je suis un praticien d'aïkido, vous avez raison. Et à chaque fois que je pense qu'il faut attaquer devant, ça veut dire structure-toi déjà dedans. Tu peux pas mettre un uppercut à quelqu'un si tu tiens pas sur tes pattes. Euh, tu non, peux non, pas. c'est Et le... par contre, quand tu en reçois un, c'est que ta garde, elle est pas assez haute. Quand tu te fais faucher les pieds, c'est que tu tiens pas sur tes jambes. Et donc, pour moi, c'est l'idée du retournement à chaque fois. Ce qui m'est dit par le système me donne des idées sur comment se structurer. Les collectifs sont tellement fragiles déjà dans leur capacité à rester ensemble que pour moi, il n'est pas temps encore d'aller mener une action plus importante. Donc, je peux être pris dans l'enthousiasme d'aller faire la révolution, hein, pourquoi pas, mais je ne crois pas du tout à l'idée du grand soir. C'est quelque chose, pour moi, ça Non, marche pas comme mais ça. d'un côté, je le comprends. Et... Non, parce que cet entretien nous a permis d'un tout petit peu mieux d'un tout petit peu mieux nous connaître, parce que là, je dis sincèrement, ça me rassure, parce que euh, il y a une chose que je sais par rapport au système tel que je l'ai vu fonctionner, c'est que tout type d'idéaliste ne se rend pas compte de qui il a en face de lui. Parce que mais si c'est un raisonnement stratégique, donc un raisonnement de mise en rapport, donc un raisonnement d'intelligence. L'intelligence, c'est l'art de faire des rapports entre les choses. Le, donc ça me convient. Moi, si vous voulez, Oui, que j'avais peur, pas par rapport à vous, mais par rapport à une certaine tendance, justement, qui travaille sur les questions de résilience. C'est un peu le même souci, qui n'est pas du tout un souci personnel, hein. Je n'ai absolument rien contre lui, bien au contraire. Il le sait d'ailleurs. Euh, Ce qu'il y a aussi parmi les proches, par exemple, d'Étienne Chouard. C'est-à-dire, on va faire un monde à côté du système. Et la seule chose, c'est que ils vous laisseront pas vivre. Je les connais. oui, Donc, oui, je te- voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que de dire nous ne les affronterons pas, on va juste faire sans eux, à côté d'eux, je, sur le papier, c'est très beau. Le problème, c'est qu'ils viendront vous chercher. Parce que il y a des gens, bah, il y a des gens qui agissent comme des prédateurs. Si vous voulez, c'est plus de l'éthologie que de la morale. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se définissent comme des prédateurs et qui donc, pour qui le monde est fait de proie. C'est aussi simple que ça. Oui, mais je suis assez convaincu de ce que vous dites et que la société est cousue en nous comme on est cousu en elle et qu'en fait, il y a pas un autre endroit, hein. Il y a pas mal de nos contemporains qui se demandent peut-être que je vais partir de France, où est-ce que j'irai? Moi, je pense que le combat, il est ici et maintenant. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas, voilà. Peut-être la fuite peut être stratégique temporairement, mais c'est pour mieux faire quelque chose à l'endroit où on est convié au combat. Et en même temps, voilà, je voudrais déniaiser beaucoup de gens. Là, moi, je suis pas du tout un bisounours, hein. Juste, c'est un constat pragmatique. Dans le Sun Tzu, c'est dans presque les premiers chapitres, dans mon souvenir. Il y a l'idée de faire le compte, quoi. Combien d'armées, combien de généraux, combien d'hommes, l'état des techniques de l'armée, et puis faire le compte entre les deux, la doctrine générale, et puis euh, l'idéal poursuivi. Puis bah, on sait déjà qui a gagné, en fait. Il y a même pas besoin de mener le combat. Or là, face au délire transhumaniste des multinationales et l'ensemble de l'arsenal qu'ils ont réussi à mettre en place, je pense que quelques groupes de Babacool qui veulent faire un monde meilleur, effectivement, sont pas du tout au niveau du combat qui est à mener. Bon, bah voilà, faut petit à petit, progressivement mettre les choses en place. Puis là, chacun a son rôle à jouer. Moi, je- les gens qui veulent aller en découdre, tant mieux, il y en a besoin, hein. Il y a besoin de gens qui font des procès, il y a besoin de gens qui vont taper sur le système. Bam, bam, bam.
Ça va pas te payer en retour, hein, c'est tous les gens qui sont contre le système, mais ils vont créer des brèches, ils vont faire des trous, ils vont appuyer aux endroits des mensonges, ils vont dévoiler des choses. Il y a aussi besoin des gens qui sont dans l'alternative, parce que eux, avec leur côté un peu idéaliste, ils vont expérimenter un répertoire de possibles. Il y aura à boire et à manger, il y aura des choses qui marchent pas, des choses qui marchent, mais ils ouvrent des possibles et de la fécondité. Et puis, il y a ceux qui sont dans le système et dans l'institution qui avalent des couleuvres depuis des années, soit des instits, des profs, des politiciens, des médecins. Bah, heureusement qu'ils sont là aussi, parce que eux, à l'intérieur des brèches qui auront été créées par ceux qui sont contre, ils peuvent prendre dans l'alternative et essayer de la faire monter en puissance et en niveau. Mais ça, c'est tant mieux. Et puis, par ailleurs, à l'intérieur du système, ils peuvent aussi mettre des pailles dans l'engrenage. On a vu pendant le Covid des profs dire à leurs élèves, écoute, tu mets ton masque, tu le mets pas, je m'en fous, en fait, je suis pas flic, c'est toi qui fais ta vie, quoi. Mais ça a permis à de très nombreux enfants de tenir le coup, de se dire, bon, c'est pas si grave que ça. On a vu des médecins faire des faux, c'était très utile. Il y a eu des jeunes, d'autres soignants qui ont pu continuer à travailler, etc. Et donc voilà, moi j'ai pas de position idéologique là-dedans, c'est plutôt chacun où est-ce qu'il a de la joie. Quand j'ai l'impression que la boussole, en tout cas pour moi, c'est la joie et la paix. Voilà. Après, je sais que mon avocat, il adore faire des procès et puis les gagner, quoi. C'est plus agressif, mais lui, c'est sa joie, quoi. Tant mieux, il en faut, hein. Et donc, moi, je suis assez là-dedans. Je pense tout le monde est complémentaire. Et pour le moment, nous, on a réfléchi plutôt à des organisations distribuées qui soient interstitielles, qui Mhm. essayent de s'infiltrer dans le système de manière progressive. Euh, Quand est-ce que quelque chose de structuré pour avoir le jour, je pense que c'est vraiment tôt, parce que structuré, ça veut dire devenir des espèces de contre-institutions. C'est ce qu'on a essayé de faire avec le Conseil scientifique indépendant. C'est pour ça qu'on tient bon. Essayer de quelque chose qui a pas d'argent, où les gens n'ont pas de conflit d'intérêts, etc. Et qui propage une science prudente de manière la plus clean possible. Ben voilà, à mon avis, dans tous les champs institutionnels, il y a ces alternatives qui commencent à s'institutionnaliser. Mais attention, le piège de l'institutionnalisation, c'est qu'il y a à nouveau une hiérarchie du pouvoir qui se met en place. Et Mhm. évidemment, il y a la course au pouvoir, et y compris, on va dire, dans la résistance. Et moi, j'aime pas trop ce mot parce que je trouve que par rapport à des jeunes qui ont pris des fusils en 39, en quittant leur famille, leurs enfants parfois, en n'étant pas sûrs de revenir, aujourd'hui, la résistance est assez confortable derrière son écran pour le moment, même si c'est pénible psychologiquement. Je trouve que le choix est moins irrémédiable. Donc, voilà. Oui, À ça, toi. je suis assez d'accord avec toi. Donc, en tout cas, euh, je pense on refera d'autres échanges sur d'autres aspects. Mais pour une première fois, je suis assez satisfait. Et je pense que le public du cercle, bon, je sais qu'une partie suit tes travaux, je pense qu'ils le sont aussi. Donc, on a fait un petit tour d'horizon qui en appellera d'autres. Merci beaucoup, Pierre-Yves, de m'avoir reçu. C'est une chance et un honneur. Moi, je pense que tout le monde a contribué d'une manière ou d'une autre. Et que chacun fait ce qu'il peut avec ses ressources aussi. Parce que j'entends beaucoup dire, oui, il y a de l'opposition contrôlée, il y a des faux, il y a des vrais, etc. Moi, dès qu'on commence à parler de pur et d'impur, je suis pas, je- ça fleure pas bon pour moi. Et Oui, donc, oui, non, mais ça, je comprends, si tu... et chacun fait un peu comme il peut, quoi. Et c'est peut-être aussi ce qui me différencie de beaucoup d'autres, c'est l'idée que même des gens qui ont couru à fond dans le Covid, à fond dans l'Ukraine, à fond dans je sais pas quoi, au fond font ce qu'ils peuvent avec leurs ressources, quoi. Et que parfois le déni est la seule ressource qu'ils aient à disposition, parce que sinon ils en crèveraient, quoi. De Mhm. dévoiler tous les C'est vrai, mensonges et que c'est vrai, l'ensemble de c'est leur vrai. vie est tissé sur une domination absurde. Ce serait tellement douloureux que voilà. Donc, je pense que Ouais, là-dedans, il y a c'est aussi. Dieu, c'est pas faux. En tout cas, c'est ça, c'est sagement dit. Et je te dis à très vite. On garde le contact et surtout, tu nous tiens au courant si on peut, s'il y a des trucs à relayer. OK? Ouais, merci beaucoup. À très vite. Bonne journée. Au revoir. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.